Eh bien, je me permets de prendre la parole puisque je vois que le live et l'enregistrement de cette réunion est engagé. Je me présente donc Thierry Roch, coprésident de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Je remercie tous les gens connectés et pour laquelle M. Federico Nascimento, que nous allons présenter ultérieurement, a bien voulu, et nous l'en remercions, accepter d'intervenir à la suite de la présidence portugaise de l'Union européenne qui s'est terminée, qui s'est achevée le 30 juin de cette année-là. Dans un premier temps, je me permets, avant d'introduire M. Federico Nascimento et de le laisser intervenir sur ces thèmes-là, je vous présente un petit peu les services de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne que la plupart commencent à connaître maintenant. Vous connaissez la Maison de l'Europe comme étant un centre de formation notamment de langues étrangères à la disposition de tout un tas de publics particuliers, mais aussi professionnels, puisque nous avons la chance d'avoir dans le secteur quelques sociétés qui sont assez connues et qui travaillent à l'international. Ensuite, la Maison de l'Europe est bien entendu attachée à la promotion des opérations et des activités européennes que nous présentons à travers tout un calendrier d'activités. Et je ne peux que vous encourager à venir vous connecter sur le site de la Maison de l'Europe pour les connaître et surtout pour y participer. Et ensuite, bien préciser que nous tenons absolument à rappeler que pour la troisième fois consécutive, la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne vient d'être labellisée Centre d'information Europe Direct, qui fait de notre association et de notre organisme un référent en matière d'orientation d'activités sous l'égide de la Commission européenne, en fonction des orientations que la Commission tente de donner aux pays membres. Nous sommes donc dans le secteur un référent pour promouvoir ce type d'opération que l'Union européenne essaye de mettre en place par des directives et autres orientations. Donc l'Union européenne, vous connaissez cette organisation qui est régulièrement présidée par les représentants des États membres par période de 6 mois. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir le représentant de la délégation portugaise qui a assuré la dernière présidence de cet organisme, de cette Union européenne, en la personne de M. Federico Nascimento, qui est le chef de mission de l'ambassade actuelle portugaise en France, après avoir été celui de l'ambassade portugaise aux États-Unis. Donc, merci, Monsieur Nascimento, de vous être rendu disponible. Je sais combien votre agenda est parfois difficile à organiser, et merci de vous être rendu disponible pour venir nous apporter votre point de vue sur l'Union européenne et particulièrement sur la présidence que vient d'effectuer le Portugal de la Commission. De rien. Je remercie beaucoup la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne et M. Thierry Roch pour cette invitation et pour cette présentation de ma personne. Je voulais juste préciser que je suis le chef de mission adjoint. Il y a un ambassadeur en France qui est mon chef, je suis son adjoint, son numéro 2. J'aime m'exprimer d'une façon libre, mais je pense que notre présence a été très dense et donc j'ai fait un effort de bien condenser les faits qu'il me semble important de vous transmettre dans un document, et pour ça je vais le lire, mais je suis aussi disponible pour des commentaires et pour répondre éventuellement à des questions, mais je pense que c'est la meilleure façon de vous passer le plus d'informations d'une façon synthétique. Il m'a été demandé de faire le bilan de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne qui s'est terminé le 30 juin passé.
Pour cela, il est utile de retourner quelques mois en arrière et rappeler quels étaient les grands axes que nous avions définis pour la présidence et ce que nous nous proposions réaliser. Le slogan pour la présidence a été « Le temps d'agir pour une Europe plus juste, verte et numérique ». Ce leitmotiv incluait 4 éléments. En premier lieu, la nécessité de passer à l'action en faisant avancer l'agenda général de l'Union européenne, notamment en faisant face à un certain ralentissement des travaux provoqué par la pandémie, mais aussi dans l'application d'importants accords de relance dont l'accord politique avait été obtenu pendant la présidence allemande, mais dont la mise en marche il fallait concrétiser, ou dans le lancement de la conférence sur le futur de l'Europe, ou encore dans la coordination de la réponse à la pandémie du Covid-19. En deuxième lieu, notre slogan incluait la nécessité de faire avancer la transformation verte de l'Union, pour qu'elle puisse être au rendez-vous des importants et urgents défis écologiques provoqués par le dérèglement climatique en particulier. Troisièmement, le besoin d'accélérer et réguler la transformation numérique et l'investigation, de façon à ce que l'Europe ne perde pas de vue d'autres acteurs importants comme les États-Unis et la Chine dans le façonnement du monde de demain. Mais, et de là la raison du 4e volet, il fallait assurer que ces transformations très importantes qui s'annoncent et qui seront positives et nécessaires si nous voulons laisser un futur aux prochaines générations se poursuivent dans la justice sociale et la solidarité, sans laisser des parties de nos populations au bord de la route. De là l'emphase que notre présidence a placée sur le social, en organisant en particulier le sommet de Porto de mai sur l'application du pilier européen des droits sociaux. À côté de ces grands axes, la présidence portugaise, continuant une tradition qui se concrétise à chaque fois que nous assumons cette position et qui se doit à notre caractéristique d'ouverture au monde, a aussi misé sur une dimension de politique extérieure ambitieuse. Bon, ayant fait ce retour un peu proustien aux origines de la préparation et divulgation de notre programme, je passerai maintenant à l'exposition des résultats plus importants obtenus dans chaque volet, ce qui implique une sélection plutôt stricte pour me conformer au temps qui m'a été donné, ayant vu que des centaines de réunions ont été réalisées et de décisions ont été prises, bénéficiant en particulier du retour au présentiel dans la dernière moitié du semestre. En ce qui concerne l'action sur des dossiers importants, je souligne l'application de la facilité pour la reprise et résilience, une enveloppe de 672,5 milliards d'euros en donations et prêts, qui permettra de relancer nos économies dans le post-pandémie en reconstruisant mieux, plus vert et avec plus de technologie. L'accord avait déjà été fermé politiquement par la présidence allemande, mais beaucoup restait à faire en production législative pour permettre que le plan puisse être mis en application. Je vais m'adresser plus en détail à ce sujet plus tard. Mais de toute façon, j'aimerais juste vous dire en ce moment qu'il était en particulier indispensable d'approuver et faire ratifier par tous les États membres la décision sur les ressources propres qui permettrait à la Commission d'emprunter jusqu'à 750 milliards d'euros au nom de l'Union européenne et de rendre ces fonds disponibles aux États sous la facilité pour la reprise et la résilience. Au 31 mai, tous les États membres avaient conclu leur processus de ratification de la décision, ce qui a permis que la Commission commence à analyser les premiers 12 plans nationaux de relance le 16 juin. La présidence portugaise a montré l'exemple. Nous avons été le premier État membre à présenter son plan national de reprise et résilience, qui a été le premier à être approuvé par la Commission européenne, le 16 juin. La présidence portugaise a aussi contribué à faire adopter pendant le dernier semestre d'autres importants programmes financiers, comme les fonds de cohésion, le programme InvestEU qui booste l'investissement, le programme Europe Digital, le EU for Health qui aide tout ce qui a à voir avec l'investissement dans la santé, l'Erasmus+, et le programme Europe Créative, parmi d'autres que je mentionnerai sous d'autres volets où ce sera plus approprié. Un autre dossier important que nous avons réussi à débloquer est la conférence sur le futur de l'Europe. Ce grand processus de consultation, incluant les citoyens européens, sur ce que nous désirons pour l'Europe du futur. Il fut lancé le 9 mai et est en plein cours d'application. Il sera clôturé pendant la présidence française l'année prochaine. Notre présidence a aussi dû s'occuper de la gestion de la pandémie de Covid-19.
en assurant que la coordination entre les États membres fut la plus étroite, ainsi préservant les libertés de circulation et le marché unique, mais aussi de la création de nouveaux instruments visant à assurer que l'Europe soit plus à même de réagir efficacement lors d'une prochaine pandémie. Dans ce contexte, la création du certificat digital Covid européen, et on a beaucoup parlé de ça, particulièrement aussi en France, fut un grand succès, permettant de sauver la saison touristique et d'ajouter un instrument utile, même pour la gestion interne de chaque état de l'épidémie. Nous avons réussi à compléter ce procès en seulement 62 jours, répondant à l'urgence de la situation. Dans la dimension préventive, nous avons abouti à une approche générale sur la proposition de renforcer le rôle de l'Agence européenne des médicaments dans la préparation pour les crises et la gestion de produits médicinaux et outils médicaux. Les conclusions du Conseil ont aussi été adoptées sur le besoin d'éviter des pénuries de médicaments et outils médicaux critiques pour assurer l'accès en temps adéquat à des médicaments novateurs. Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a aussi été renforcé pour assurer une meilleure réponse à des futurs défis. Passons maintenant au volet de la transition verte. Le développement le plus important pendant notre présidence a été l'approbation de la première loi climat, qui définit l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990 jusqu'à 2030 et d'atteindre la neutralité carbonique jusqu'en 2050. En second lieu, je dois mentionner l'approbation par le Conseil de la nouvelle stratégie européenne pour l'adaptation au changement climatique, le 10 juin passé. Ce document définit plusieurs principes pour orienter la construction de sociétés et d'économies résilientes, parmi lesquelles l'importance de la dimension sociale, la soutenabilité et l'efficacité de la relance, l'importance de la gestion de l'eau, le rôle des nouvelles technologies et du financement adéquat de la recherche, et l'appui aux pays en voie de développement vulnérables. Pendant notre présidence, le Conseil a aussi approuvé des conclusions sur la révision du règlement sur les réseaux transeuropéens d'énergie, visant à moderniser, décarboniser et augmenter l'interconnexion de l'espace européen pour aider à atteindre le but de la neutralité climatique. En particulier, cette révision prévoira le phasing out des appuis financiers à des nouveaux projets d'exploitation de gaz naturel et de pétrole, et introduira des critères de soutenabilité obligatoires pour tous les projets énergétiques. Un accord sur la réforme de la PAC fut aussi conclu, visant à créer une politique agricole commune plus verte, plus respectueuse des animaux et plus souple, où les États membres devront allouer au moins 25% de leur aide aux revenus au programme écologique, soit un montant total de 48 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Encore dans l'agenda vert, le Conseil a approuvé des conclusions sur une économie de la mer soutenable et sur le tourisme en Europe pour la prochaine décennie, un tourisme soutenable, résilient, digital, global et social. La présidence portugaise a aussi organisé un grand forum sur la transition verte en Afrique, qui a été précédé par ce qu'on a appelé des Green Talks en visioconférence dans plusieurs capitales européennes et africaines, dont Paris. Nous avons ici à l'ambassade organisé ce Green Talk qui a été un grand succès avec une participation à très haut niveau et beaucoup de gens en le regardant par Internet. En ce qui concerne le volet digital et l'innovation, les plus importants développements à signaler ont été une première évaluation des contenus ayant pour base des rapports de progrès élaborés par notre présidence, de l'acte des services digitaux et de l'acte des marchés digitaux, qui a permis d'approcher significativement les positions des parties. Le premier acte renforce les obligations des fournisseurs de contenu en ligne, créant un espace digital plus sûr où les droits fondamentaux des usagers sont mieux protégés. Le deuxième permettra de créer des conditions d'égalité dans l'action économique en ligne dans le but de promouvoir l'innovation, la croissance et la compétitivité dans le marché unique et globalement. Cela a à voir en particulier avec la réglementation de l'action des GAFAM, qui sont considérés comme les gardiens de l'accès à l'Internet et donc ne peuvent pas avoir, pour ce motif, une position de suprématie sur le marché et en empêchant d'autres acteurs d'accéder au marché et la compétitivité. C'est très important pour l'économie du futur qui sera de plus en plus une économie digitale.
Le progrès des négociations sur l'acte de la gouvernance des données a aussi été discuté en mai. Cet instrument a pour but de promouvoir la disponibilisation des données pour réutilisation en augmentant la confiance dans les intermédiaires des données et à travers le renforcement de divers mécanismes de partage des données en Europe. La sûreté de l'espace digital a aussi été renforcée par le biais de l'accord politique pour une dérogation au règlement e-privacy, e-privacité, qui permettra la création d'instruments pour retirer des réseaux du contenu relatif à l'abus sexuel d'enfants et par l'adoption de conclusions du Conseil sur la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne pour protéger les citoyens et les entreprises des menaces cyber. Pour souligner l'importance de la transition digitale, nous avons organisé avec la Commission la journée digitale en mars et en juin, en solo cette fois, une assemblée digitale avec des chefs d'entreprise digitales globales où a été présentée la déclaration de Lisbonne sur les droits digitaux. En ce qui concerne la recherche et l'innovation et l'espace, nous avons réussi à obtenir l'approbation et le lancement du programme Horizon Europe, le principal programme européen de financement, avec un budget de 95,5 milliards d'euros, et fait approuver une déclaration sur l'approfondissement de l'ère européenne de la recherche, sur l'appui aux chercheurs et à sa circulation dans l'espace européen. Pour assurer que la double transition verte et digitale ne laisse pas des citoyens européens au bord de la route, et nous savons quelles sont les conséquences négatives et imprévisibles qui peuvent arriver quand on rentre dans ce chemin sans les précautions nécessaires, la présidence européenne a beaucoup misé sur le social. Son principal moment a été le sommet social de Porto, les 7 et 8 mai, qui visait promouvoir l'application pratique du socle européen des droits sociaux approuvé à Göteborg en 2017 à travers la mise en pratique du plan d'action présenté par la Commission en mars. Dans le compromis de Porto adopté le 7 par le gouvernement, institutions et partenaires sociaux européens, et je remarque que c'est la première fois que les partenaires sociaux ont été associés à des discussions sur le socle européen des droits sociaux, et dans la déclaration de Porto approuvée le 8 par les chefs de gouvernement des États membres, la dimension sociale de l'Europe a été mise en avant et 3 objectifs pour 2030 adoptés. Ils sont faire en sorte que 78% de la population entre 20 et 64 ans soit employée, que 60% des adultes participent à des programmes d'entraînement professionnel chaque année et que le nombre de personnes en risque de pauvreté et d'exclusion sociale soit réduit d'au moins 15 millions. Dans le domaine social, entre beaucoup d'autres initiatives, nous avons aussi réussi à faire adopter une recommandation sur la garantie européenne pour l'enfant qui vise à faciliter l'accès d'enfants en péril d'exclusion sociale à des services clés, qui impose la soumission de plans d'action de chaque État membre dans le délai de 9 mois, et aussi à lancer la plateforme européenne pour combattre le sans-abrisme. C'est une plateforme d'échange de bonnes pratiques entre tous les États européens. Dans le domaine du combat à la discrimination, nous avons relancé la négociation de la directive sur le traitement égal et commencé la négociation de la proposition de directive sur la transparence de salaire. En matière internationale, je voudrais souligner le relancement du rapport avec les États-Unis, avec le sommet UE-États-Unis à Bruxelles le 15 juin, le premier depuis 2014, et qui correspondait aussi au premier déplacement international du président Joe Biden. Ce sommet a permis de faire des avancées importantes, notamment dans la coopération dans le combat au Covid-19 dans le monde et pour la récupération économique, sur les changements climatiques et les défis environnementaux, et sur l'appui à la démocratie, la paix et la sécurité dans le monde. Dans le plan commercial, les parties ont accordé la suspension pour 5 ans des contre-mesures dans le conflit Boeing-Airbus, ce qui a pacifié un des grands contentieux que nous avions à l'OMC, et la création d'un conseil de commerce et technologie bilatérale. La présidence a aussi organisé à Porto, le 8 mai, un sommet UE-Inde, qui a permis de relancer un agenda économique dynamique avec le feu vert pour reprendre les négociations d'un accord de libre commerce et de commencer la discussion d'un accord d'investissement et d'un accord de protection des dénominations d'origine. Les parties ont aussi décidé de renforcer leur coopération dans le digital, où l'Inde est une grande puissance, la santé, l'énergie et la connectivité.
Les négociations de l'accord post-Cotonou ont été conclues aussi, et le texte rubriqué par les négociateurs le 15 avril. En même temps qu'un nouvel instrument de voisinage, développement et coopération internationale de 79,5 milliards d'euros a été mis en place, créant le cadre pour un rapport renforcé, notamment avec l'Afrique. Dans le cadre du Brexit, le nouvel accord de commerce et coopération avec le Royaume-Uni a entré en vigueur le 1er mai et devra permettre de définitivement tourner cette page et de développer un partenariat fort avec le Royaume-Uni qui sera toujours un voisin important. Nous avons aussi conclu des accords sur les quotas de pêche avec le Royaume-Uni pour 2021 et même pour 2022 pour le stock d'eau profonde et réussi à obtenir un accord politique sur la distribution de la réserve d'ajustement au Brexit. C'est un montant de 5 milliards d'euros et on a réussi à trouver un critère de distribution entre les États membres qui valorise plus les États membres qui sont plus soumis à des conséquences négatives, mais qui ne laissent pas de côté les autres qui ont aussi des impacts négatifs de la sortie du Royaume-Uni. Nous avons aussi fait avancer l'agenda des droits de l'homme en organisant un second tour de dialogue avec les pays membres et des auditions avec la Pologne et la Hongrie sur la procédure de l'article 8 du traité de l'Union européenne. Finalement, j'aimerais souligner par son importance l'avancée après 5 années de négociations vers l'adoption de règles de transparence fiscale qui obligeront les compagnies multinationales à publier les informations pays par pays sur où elles font des profits et où elles paient des impôts. En concluant, je peux sans trop m'aventurer affirmer que nous avons atteint le but d'être une présidence d'action et de faire avancer concrètement l'agenda de l'Union européenne dans sa relance post-épidémique et son adaptation aux nouveaux temps et défis. Tout cela a été fait en étroite et excellente coordination avec les autres membres de notre trio. Comme vous savez, les présidences de l'Union européenne s'organisent depuis le traité de Lisbonne en trio pour donner de la continuité et de la cohérence à l'action de l'Union européenne. Et donc, chaque année et demie est composée de 3 semestres avec 3 pays qui se coordonnent pour organiser leur action. Ce trio a été commencé par l'Allemagne, à qui nous avons succédé, et après nous vient la Slovénie, à qui nous avons passé le bâton. Et cette très bonne coordination a permis de conférer un sens de direction et une continuité sans faille dans l'action de l'Union européenne. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci, Monsieur Nascimento, de votre intervention très efficace et riche, très complète. Vous aviez abordé dans le détail de l'exercice de la présidence portugaise de l'Union européenne le volet de la relance, parce qu'effectivement, il y avait là-dessus, pendant l'exercice de la présidence portugaise, le contexte un petit peu économique, le contexte un petit peu délicat marqué par la pandémie et le Covid-19 a certainement impacté un petit peu votre action en tant que président de la représentation européenne. Comment pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée l'application de cette relance, les choix que vous aviez à effectuer pour mener à bien et tenter de contenir les conséquences un petit peu délicates de cette pandémie qui a obligé beaucoup d'États membres à réagir et un petit peu se refermer sur eux-mêmes pour appliquer des conditions sanitaires les meilleures au sein de leurs frontières. Oui, alors la pandémie a été un grand choc pour l'Union européenne. Elle a posé des dangers très grands, des dangers presque inouïs. Mais ça a aussi permis un sursaut parce qu'on venait d'une certaine usure de négociation qui venait déjà de la crise de 2008 et d'une certaine opposition entre les pays du Nord et les pays du Sud, des pays qui étaient plus conservateurs en matière budgétaire et des pays qui avaient des problèmes de déficit budgétaire importants, la crise de l'euro. Donc, tous ces phénomènes
créé une certaine usure du tissu de l'Union européenne. Et soudain, il y a eu une crise qui avait cette caractéristique très importante d'être totalement symétrique. Tous les pays de l'Union européenne étaient concernés. Ce n'était pas une crise des pays du Sud, ce n'était pas une crise des pays déficitaires qui avaient des grands budgets. C'était une menace très forte à notre économie, au marché commun. Et donc, cela a été à débloquer et à faire avancer, à débloquer des négociations qui étaient très difficiles et aussi à faire avancer des nouveaux instruments. On ne sait pas si ce seront juste des instruments ad hoc ou si ils aideront à faire avancer l'Europe vers une union plus intégrée, même dans la question budgétaire, comme le fait que la Commission a pu emprunter dans les marchés de l'argent pour le donner, parce qu'une grande partie du programme, c'était des subventions, ce n'était pas des prêts, pour le donner aux États membres pour qu'ils puissent réagir et éviter une situation d'une dépression économique avec des conséquences très, très, très importantes. Ça, c'est mon premier commentaire, un commentaire un peu libre. Mais j'ai aussi préparé aussi un petit document un petit peu structuré que si vous, enfin, pas trop testant votre patience, mais je vous lirai en 5 minutes si vous êtes d'accord. Allez-y, bien sûr, bien entendu. Alors, avec plaisir, c'est très enrichissant. C'est plus facile comme ça. Je ne vais rien oublier, tout va être Oui, vous avez raison. avec une bonne séquence. Donc, vous m'aviez demandé de me prononcer sur les grands axes du plan de relance de l'Union européenne. Alors, il faut rappeler que le plan de relance n'est pas le budget. Ce sont deux instruments différents financiers. Le budget est un instrument régulier, pluriannuel. Le dernier comprenait la période entre 2014 et 2020, donc on était en pleine négociation de la nouvelle période, une négociation très compliquée parce que le Royaume-Uni venait de sortir et donc n'était plus un contribuant, et donc il fallait réalloquer les quotas, et c'était quelque chose de compliqué, de difficile, qui se prolongeait dans le temps. Donc il y a le budget pluriannuel, et après il y a eu ce paquet boost de la Next Generation EU, de appelée prochaine génération UE, qu'on appelle plus couramment plan de relance, qui est un peu un essai avec une injection très forte de capital, faire aider les économies européennes à se relancer après la paralysie provoquée par le confinement et par le Covid. Et donc, en outre, son budget pluriannuel 2021-2027, qui permettra aussi de faire face aux conséquences de la crise du Covid-19, l'UE a accepté de consacrer 750 milliards d'euros supplémentaires à l'atténuation de l'impact social et économique de la crise pandémique. 390 milliards d'euros sont sous forme de subventions et 360 milliards d'euros sous forme de prêts. En conjoint, il constitue le plan de relance nommé le Next Generation EU. J'aimerais ici faire un petit aparté. Le côté subvention est très important parce que beaucoup de pays de l'Union européenne ont une situation financière, budgétaire, où ils ont déjà trop emprunté dans le passé et donc ils n'ont pas de marge pour emprunter plus. Et donc, si on voulait que le plan de relance fût efficace et que l'argent arrive en effet à l'économie réelle, il devrait avoir une importante dimension de subvention. Et c'est cela qu'on a réussi, et c'est aussi cela qui est très novateur. Et voilà, c'est un développement historique dans le cadre de l'Union européenne. C'est aussi la première fois que l'Union européenne s'endette auprès des marchés pour fournir directement de la liquidité aux États membres, sans aller chercher après l'argent pour repayer aux États membres, en trouvant d'autres façons de se financer pour payer ce paquet. Et ce développement historique, qui va très contre les pays nommés frugaux, et même eux ont compris l'importance de la situation et l'importance d'une action rapide, a été justifié par le danger exceptionnel de la paralysation de l'économie provoquée par cette crise. Même si ce sont les États qui décideront comment dépenser cet argent, il ne s'agit pas quand même d'un chèque en blanc, car les déboursements des fonds dépendent de l'élaboration et de l'approbation de plans nationaux
qui doivent obéir à certains critères afin d'assurer que la relance ne soit pas une reconstruction à l'identique des économies européennes, mais se fassant mieux, adaptant l'Europe aux importants changements climatiques et digitaux qui sont déjà devant nous. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre un défi, de transformer en une opportunité, en accélérant la transformation qui sont nécessaires pour qu'on puisse bien confronter les défis comme les règlements climatiques que nous constatons et qui nous obligent à une action très déterminée. Quant à la distribution de cet important gâteau, ce montant est réparti entre la facilité pour la reprise et la résilience, le FRR, donc c'est le grand instrument, un outil de soutien aux investissements et aux réformes des États membres, qui reçoit la part de l'Union, et des fonds supplémentaires qui seront ce qu'on appelle des top-up, donc des ajouts à des programmes européens existants. Donc la FRR, la facilité pour la reprise et la résilience, obtiendra 672,5 milliards, dont 360 milliards seront déboursés sous forme de prêts et 312,5 milliards sous forme de subventions. De ces 312,5 milliards d'euros de subventions, 70%, donc 218,75 milliards, seront distribués en 2021, donc cette année et l'année prochaine. Les 30% restants, 93 milliards, seront versés en 2023. Et ça pour faire un effet de mettre le plus d'argent au début, parce que c'est maintenant qu'il y a une urgence. Donc, accélérer le déboursement de ce fonds. Les plans nationaux de relance et résilience peuvent inclure des mesures initiées dès février 2020, donc même avant l'approbation, et les ressources de la FRR peuvent être mises à disposition jusqu'à la fin de 2023. Les réformes et investissements prévus doivent être conclus jusqu'en 2026, par contre. Les conditions d'acceptabilité des investissements par la FRR sont l'instrument qui permet de guider l'action économique de chaque État dans le sens d'une reconstruction en mieux, comme j'ai mentionné auparavant. Ainsi, 37% des ressources devront être utilisées en faveur des actions climatiques et durables. Et au moins 20% devront contribuer à la transition numérique. Les actions du plan doivent aussi correspondre aux défis spécifiques à chaque État membre et être en accord avec les recommandations faites dans le cadre du semestre européen. Le semestre européen, c'est un peu l'examen de comment va l'économie et la société de chaque pays qui est faite dans le cadre de l'union monétaire. Et comme vous savez, il y a des critères qu'on doit respecter pour être dans l'euro, d'endettement, de déficit. Et donc, pour assurer un suivi de ce que fait chaque État pour répondre à ces critères, il y a ce qu'on appelle le semestre européen, où on a une espèce d'un examen, un suivi, et il y a des recommandations. Et donc, les programmes nationaux du FRR doivent aussi respecter ce qui est considéré comme un petit peu les points faibles de chaque État qu'ils doivent compenser ou des atouts qu'ils doivent potentier. C'est ça l'idée aussi de ce critère. Les actions doivent aussi favoriser l'emploi et la relance économique et sociale. Les restants 77,5 milliards d'euros se partagent de la façon suivante. Ça, c'est de l'argent qui est mis sur des programmes qui existent déjà de l'Union européenne. 47,5 milliards sont accordés au soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe, le REACT-EU, donc c'est un programme territorialisé qui appuie les financements des mesures de réponse à la crise et à la récupération à niveau local. 10 milliards d'euros renforcent le fonds pour une transition juste. C'est un fonds qu'on distribue aux États membres pour les aider à changer du carbonique aux énergies non fossiles et renouvelables. 7,5 milliards s'ajoutent au Fonds européen agricole pour le développement rural. 5,6 milliards vont appuyer les investissements en renforçant l'InvestUE. 5 milliards s'ajoutent à l'Horizon Europe, le Fonds pour la recherche et l'innovation. 1,9 sont destinés au mécanisme européen de protection civile. Ces programmes, comme je vous ai dit, ont des budgets totaux bien plus élevés, mais les vont ainsi renforcés par les fonds du Next Generation EU. Des critères ont aussi été fixés pour l'ensemble du plan Next Generation EU.
30% des dépenses pour tous les programmes doivent être dédiés à la transition climatique et tous les programmes doivent inclure des dépenses visant à la transformation numérique. Maintenant, comme je vous ai dit, tout ça est très innovateur. La Commission européenne peut se financer sur les marchés pour financer après à son tour les États. Presque la moitié, c'est des subventions et ce n'est pas des prêts. Donc, il faut trouver un moyen après pour que la Commission puisse rembourser ses prêts. Et donc, pour cela, il a été décidé de mettre en place de nouvelles sources de revenus propres. Et ça aussi, c'est très novateur, parce que ce seront des sources de revenus qui vont être permanentes. On a décidé de procéder par 4 étapes. La première, qui est déjà en vigueur depuis le 1er janvier, s'agit de la taxe sur les déchets plastiques non recyclés. C'est une taxe qui ira non à l'État, mais ira à l'Union européenne, au budget de l'Union européenne. Devront la suivre une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Elle a aussi beaucoup été parlée en France. Elle veut faire en sorte qu'il n'y ait pas une exportation des émissions de carbone, parce que si on commence à produire à l'étranger et à importer des productions qui sont faites avec un énorme taux d'émissions de CO2, on n'arrive pas à régler le problème du réchauffement global juste en réduisant nos émissions ici en Europe. Donc on appelle ça l'exportation des émissions. Donc, il faut imposer par une taxe aux frontières de l'Union européenne les bonnes pratiques de réduction d'émissions de CO2 aux pays qui nous exportent leurs produits, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et cette taxe aussi va renforcer le budget de l'Union européenne. On prévoit aussi une taxe sur les géants du numérique. Les géants du numérique, par leur façon de fonctionner, paient beaucoup moins de taxes qu'une boutique de rue qui paie leurs taxes sur les entreprises normales. Et donc, ce serait une façon aussi d'équilibrer le terrain de jeu et en même temps de financer les budgets européens, parce qu'en Europe, les budgets vivent de l'activité économique. Donc, si l'activité économique est très peu taxée parce qu'elle bascule vers le digital, nous aurons un problème de maintien de notre système d'État social. Et donc ça, c'est aussi une façon de rééquilibrer cette situation qui, de plus en plus, est très en déséquilibre avec l'augmentation du poids du numérique dans le commerce et les services. Il y a aussi un système d'échange de quotas d'émissions qui est prévu aussi pour accélérer la transition écologique vers des énergies non carbonisées, et ces quotas d'émissions que les entreprises devront payer pour émettre du CO2, ils seront aussi transférés vers le budget de l'Union européenne. Et possiblement, finalement, on prévoit une nouvelle taxe sur les transactions financières et sur les sociétés pour 2024. Maintenant, hors du Next Generation EU, donc de ce programme de relance, mais des programmes qui ont été aussi très importants en amont pour aider les populations et les économies pendant le début de la pandémie, et en particulier du premier confinement, j'aimerais mentionner le programme SURE, S-U-E-R, SURE en anglais, qui veut dire support pour mitiger les risques de chômage pendant une émergence. Approuvé en avril 2020, c'est un instrument temporaire créé par l'Union européenne qui permet d'aider les États membres à travers une assistance financière qui pourrait aller jusqu'à 100 milliards d'euros sous forme de prêts, à payer le chômage partiel des travailleurs et l'impossibilité de travailler à cause de la pandémie. Pour mon pays en particulier, c'était fondamental. Sinon, nous aurait été très difficile de trouver les financements au bon taux pour payer notre chômage partiel. Les prêts accordés sont basés sur un système de garantie fourni sur une base volontaire par les États membres. La contribution de chaque État membre au montant total de la garantie correspond à sa part relative dans le revenu national brut total de l'Union européenne. En mai de cette année, la Commission européenne, à travers cet instrument, a émis des obligations à 5, 10 et 15 ans pour un montant de 89,6 milliards d'euros au profit de 19 États membres. L'aide financière peut être accordée aux États membres jusqu'au 31 décembre 2022. Mais ici, je souligne bien, c'est un prêt. Donc, ce n'est pas aussi
novateur et révolutionnaire que le FRR, qui est composé à moitié de subventions, donc de l'argent qui est donné à fonds perdu. En réponse à la pandémie du Covid-19, le champ d'application du Fonds de solidarité de l'Union européenne, vous savez, c'est ce fonds qui aide les États qui sont face à une catastrophe, les grands incendies, un tremblement de terre, a aussi été étendu aux urgences majeures en matière de santé publique, à compter du 1er avril 2020. Et donc en 2020, 800 millions étaient aussi distribués aux États membres pour faire face au Covid. L'Union a aussi mis en place en mars 2020 l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus, destinée à la politique de cohésion, aux PME, aux mesures de chômage partiel et aux services de proximité. Ça, c'était avant le SURE, donc c'était le premier grand programme d'appui doté de 37 milliards d'euros. Et ce que la Commission a fait, c'est qu'elle est allée puiser sur le reste des fonds structurels du dernier budget pluriannuel, donc 2014-2020. Il y a toujours des fonds qui ne sont pas dépensés parce que les États ont des programmes qui ne sont pas approuvés ou parce qu'ils n'ont pas présenté suffisamment de programmes. Donc, il y avait autour de 37 milliards d'euros que l'Union européenne a mis à disposition des États, 29 milliards en subventions et 8 milliards devront être remboursés pour les États. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et donc, nous étions dans un processus incrémental et qui a terminé avec le Next Generation EU. Et pour terminer, j'en ai déjà parlé au début, d'une façon un peu plus libre, mais je lirai cela quand même. J'aimerais aussi noter que les négociations pour le nouveau budget pluriannuel de l'Union européenne, qui s'avéraient très longues et difficiles, compte tenu de la sortie du Royaume-Uni et de la nécessité de redistribuer par ce biais les quotas de contributions nationales, ont aussi été débloquées face à l'urgence de faire face à la crise pandémique. Ce nouveau budget qui est déjà en vigueur permettra de mettre à disposition plus de 1074 milliards d'euros pour l'économie européenne, et en particulier pour des investissements dont les critères sont plus difficiles à faire entrer dans le plan, et on compte les critères que j'ai déjà mentionnés. Ça aide à équilibrer un peu la politique d'investissement des États membres. Bon, c'était ça ce que j'avais à vous transmettre. J'espère que j'ai pu bien vous élucider. Mais je suis aussi ouvert à des commentaires, à des questions. Je suis à vous. Absolument, et je vous remercie, Sylvain Cimetto. C'était effectivement très complet et riche en renseignements. On va effectivement, comme vous le proposez, lancer la série de commentaires et de questions de notre audience. Je remarque que nous avons quand même une belle petite audience, en tout cas ici sur la transmission en direct, mais j'imagine aussi sur nos réseaux sociaux où nous partageons en live cette conférence. Je vais me permettre de lancer la première question. Vous avez dit qu'effectivement, le Covid, le contexte du Covid-19 avait permis de créer des opportunités de réaction, on va dire, uniforme et universelle de l'Union européenne, puisque vous avez bien mis l'accent là-dessus, il n'y avait pas de pays exclus de cette pandémie et que tous étions à la même enseigne face à cette pandémie. Ne croyez-vous pas dans les sources de revenus que vous avez évoquées, notamment la taxation du numérique, des éléments du numérique, que l'on peut rentrer en concurrence avec les propres États membres qui eux-mêmes ont prévu ou ont étudié cette possibilité d'augmenter ou de trouver d'autres sources de revenus qui viennent un petit peu en concurrence de celles que l'Union européenne peut appliquer. Oui, je ne trouve pas que ce soit incompatible. Je ne sais pas exactement quelle est la taxe de l'impôt sur les sociétés en France, mais elle devrait être autour de 20 et quelques %. Si vous avez des compagnies, des GAFAM qui paient dans des paradis fiscaux ou des endroits semblables qui facilitent beaucoup une taxation très basse des rendements. Donc, si vous avez des GAFAM qui ont des rendements perçus en Europe et qui arrivent à avoir des taxes d'impôt de 1%, ou même à recevoir de l'argent, même au lieu de payer des taxes d'impôt, vous voyez qu'il y a un énorme champ de partage entre une taxe
européenne et une taxe particulière à chaque État. Donc c'est une question après de la graduation fine de la proportion de la taxe étatique et de la taxe européenne. Mais c'est vrai, vous avez raison, la compétence d'impôt est une compétence nationale. Et donc aussi là, nous sommes devant une avancée de l'Union européenne, parce que traditionnellement, l'Union européenne, elle se finance à travers des contributions des États. C'est les États qui perçoivent des impôts et qui transfèrent à l'Union européenne des quotas correspondant à leurs quotas du budget européen. Donc, oui, vous avez raison. Il y aurait ce danger si nous ne serions pas coordonnés, mais la marge de taxation des GAFAM est tellement grande que je crois qu'il y a une bonne possibilité que tout se passe dans une bonne entente. Très bien, merci de votre réponse complète. Je vais maintenant demander à l'Assemblée, à l'assistance de cette conférence, si parmi les personnes actuellement connectées, quelques-uns, quelques-unes pouvaient éventuellement relancer sur des questions et animer présenter des commentaires que M. Nascimento se ferait un plaisir, auquel M. Nascimento se ferait un plaisir de répondre. Est-ce que je peux poser une question, Thierry? Monsieur Véniel, vous êtes bienvenu. Oui. Oui. Merci, Thierry. Je pose la question à Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Je ne suis pas l'ambassadeur, par contre. Je suis le conseiller de l'ambassade. Excusez-moi. Parce que j'ai eu du mal à me connecter. J'habite dans la campagne, fort éloigné de tout. Mais bon, la question que je voulais vous poser, c'est au niveau de la culture. Vous avez quelque chose de remarquable au Portugal, c'est le fado, bien entendu, avec ce sentiment particulier qu'on appelle la saudade, qu'on arrive difficilement à traduire en français, hein, mais peu importe. Vous avez des réalisateurs formidables, je parle des réalisateurs de films, naturellement, hein, dont malheureusement il nous a quittés, c'est De Oliveira. Oui. Et je voulais vous demander la position, enfin, si vous avez fait quelque chose au niveau de la culture pendant vos 6 mois, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, vous savez, l'économie, c'est bien, mais la culture, c'est mieux. Pourriez-vous essayer de développer ce que vous avez fait pendant vos 6 mois, et je vous remercie. Oui, alors, la culture a aussi beaucoup souffert pendant la crise du Covid, comme tous sont parfaitement au courant. Et donc, ce qu'on a essayé, c'est à travers des renforcements de programmes comme l'UO Créative, d'appuyer les créateurs. Donc ça, c'était vraiment la grande urgence de l'action de l'Union européenne. Après, la culture est une attribution des États membres. Elle est un peu marginale, c'est dommage, mais c'est aussi un fait, elle est un peu marginale dans l'action de l'Union européenne. Même s'il y a des programmes, des lignes de financement qui appuient les actions des États. Mais il y a eu un grand effort d'appuyer les créateurs. Et le chômage partiel, ça a été aussi un instrument qui a beaucoup aidé les créateurs et les agents artistiques. Donc, les appuis qu'on a reçus de l'Union européenne dans mon pays, un pays qui est très endetté, donc c'est difficile de nous endetter plus pour le chômage partiel, ont beaucoup aidé les créateurs. Mais vous avez raison, la culture est très importante et la culture définit aussi leur rôle beaucoup. Nous avons des cultures proches avec des matrices communes. Et je vous remets vers la saison croisée. La prochaine saison croisée sera la saison croisée France-Portugal l'année prochaine. On essaiera de la faire la plus décentralisée possible. On est en train de la programmer encore, donc je ne peux pas vous dire exactement quels seront les événements qui seront le plus près de vous, mais j'espère qu'il y en aura. Et donc, j'appelle l'attention du public à cet événement. Nous serons le prochain partenaire de la France dans une saison culturelle croisée et elle arrive. Donc là, ce sera une belle occasion pour constater la culture et jouir de la culture portugaise traditionnelle, mais aussi contemporaine.
Merci beaucoup. De rien. Très bien. N'hésitez pas, parmi l'Assemblée, à relancer Monsieur Nascimento sur des sujets qui peuvent aussi bien avoir attrait au fait également de savoir, par exemple, euh, comment le Portugal a ressenti et se situe maintenant par rapport à cette pandémie, comment se situe l'économie, est-ce qu'il y a une relance qui s'est opérée, comment vous avez euh, vécu les restrictions de voyage, euh, de passage des frontières pour un pays dont le tourisme est un pan essentiel de l'économie, qui en a été donc empêché pendant les différents confinements ici en France ou dans les autres pays membres nous avons vécu. Ça, en fait, c'est déjà une question et je vais la répondre. Oui, c'était compliqué pour nous. Le tourisme, c'est 15% du PIB portugais. Et donc, c'est un secteur qui a beaucoup souffert. C'est aussi cette difficulté économique du secteur touristique a été un peu compensée par le fait, un peu comme en France, que les touristes portugais n'ont pas pu aller à l'étranger. Et donc, il y a eu, peut-être pas, mais ça s'est passé aussi ici, peut-être pas les grands hôtels à la plage, mais les maisons à louer à la campagne, tout cela, ça a bien marché pendant ces 2 dernières années et ça a partiellement compensé. Mais comme nous sommes un exportateur net de tourisme, le tourisme intérieur n'est pas suffisant pour compenser les pertes des arrivées des touristes étrangers. On a eu aussi un problème, c'est que le variant Delta nous a affectés à un moment critique parce que nous étions très, très bien en mai-juin et donc nous avons commencé à recevoir beaucoup de touristes dans la pré-saison haute et notamment beaucoup de touristes anglais, mais le variant Delta qui était en provenance de l'Inde s'est installé très vite en Angleterre. Donc on a reçu très vite le variant Delta et nous avons nos classifications en rouge, jaune. Vous savez, il y a une classification à partir du moment où les pays peuvent interdire le voyage vers un certain pays. Nous avons monté vite dans l'échelle du danger et donc ça a gâché au moins le mois de juillet. Et donc, c'est vrai que nous avons souffert beaucoup avec la crise du Covid. Mais les dernières données économiques sont bonnes. On reprend, il y a une relance forte. Et bon, et on espère qu'avec le pass et avec un plus grand contrôle de l'économie à travers de l'épidémie, à travers les vaccins, que l'on puisse bien résister. Mais c'est vrai que comme dans tous les pays européens, les déficits budgétaires ont explosé. Et maintenant, il va falloir bien penser comment on va faire la transition à une situation économique et financière normale. Parce que si on coupe trop vite les appuis, il y a un risque de retomber, de rechute. Donc, c'est vrai qu'il y a nous devrons tous bien réfléchir avec la Banque centrale européenne notamment aussi sur comment faire cette transition pour la rendre, parce qu'on a eu aussi des décisions comme la suspension des paiements, des prestations bancaires, par exemple, pendant 6 mois. Donc, s'il y a beaucoup de chômage, il pourrait y avoir une situation où les bilans des banques pourraient être très affectés parce que beaucoup de gens ne pourraient plus reprendre leurs paiements. Donc, nous sommes dans un équilibre encore très précaire, on oublie un peu ça. C'est très bon qu'il y ait une forte reprise économique, mais il faut être très attentif dans le financier, le macro, pour ne pas bouleverser une construction qui est très fragile. Il faut en être conscient. Bien, merci, Monsieur Nascimento. D'autres questions? D'autres commentaires? N'hésitez pas, hein, c'est bien.
Bonsoir, Laurent Delavigne de la Maison de l'Europe Bonsoir. d'Agen. Bonsoir, monsieur. Quelques questions à vous poser, notamment sur la question du social en Europe. J'ai milité et je me suis engagé pendant plusieurs années sur la question du social et notamment aussi de l'investissement des citoyens dans l'Union européenne. Je voulais avoir quelques précisions sur ce que la présidence portugaise a réalisé dans ce domaine. Des questions aussi sur l'engagement citoyen, j'y suis particulièrement attaché. En quoi une présidence de l'Union européenne pourrait aider à développer beaucoup plus une citoyenneté européenne, un engagement européen au niveau des citoyens. Et quelques questions également issues des différents engagements que j'ai pu avoir avec des propos qui tenaient sur une protection sociale européenne type un SMIC européen, type un revenu minimum européen. C'est des questions qu'on sent émerger depuis quelques années sur le plan des mouvements sociaux. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours à ce niveau-là? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose maintenant, enfin, qui pourrait être presque essentiel pour faire en sorte que l'Europe, enfin, du moins que les citoyens se sentent vraiment engagés dans cette Europe et protégés aussi par cette Europe, qu'on sent d'une part beaucoup axé sur un volet économique qui ne peut pas être dissocié du social, évidemment, mais j'entends aussi beaucoup de critiques ou de vœux, même plus précisément, sur une meilleure forme de protection au niveau social. Donc, j'aimerais avoir un peu votre ressenti là-dessus. Ça fait écho un petit peu aussi il y a quelques années, le traité de Lisbonne dans les années 2000, où on allait sur le développement durable avec le social, développement durable, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous avez quelques commentaires à ce sujet-là? Je vous remercie. Oui, merci pour la question. Elle va droit à la grande priorité portugaise qui était le social. Comme j'ai dit avant, nous avons fait un grand sommet en présentiel. Tous les chefs d'État, presque tous les chefs d'État de gouvernement de l'Europe se sont rendus à Porto en mai, un peu pour faire cette réflexion, pour remettre à jour l'idée que notre modèle d'économie sociale de marché est le plus ajusté pour faire une transition juste vers un monde qui va être très différent. Parce que nous allons devoir polluer moins, et donc nous devons changer la façon dont nous produisons, et parce que le digital va beaucoup changer. J'en ai déjà un petit peu parlé ici, il va changer le commerce, mais va aussi nous aider à polluer moins. Donc tout cela est interconnecté, à des dimensions très positives, mais il faut que ce soit réglementé. Et comme nous, malheureusement, constatons aussi, a aussi des dimensions négatives qui doivent être combattues, notamment les fake news, l'utilisation des réseaux sociaux pour gens qui abusent des enfants sexuellement, etc. Donc, nous avons compris que nous sommes à un carrefour et qu'il faut absolument aider les gens à bien réussir cette transformation. Nous avons aussi appris un peu des expériences passées, notamment le cas des Gilets jaunes est très emblématique. La réaction de la population à des mesures qui étaient bien intentionnées pour faire la transition climatique, mais qui ne prenaient peut-être pas suffisamment en compte la situation concrète des gens. Et donc, le besoin d'être très sûr, regarder beaucoup la situation de la population et beaucoup les appuyer dans cette transition qui est une transition nécessaire. Parce qu'une chose, c'est les nouveaux emplois qui vont apparaître, et il y en a, et seront meilleurs, ils seront moins durs, moins soumis à la pollution, etc. Mais la question, c'est que les emplois qui vont être perdus ne sont pas nécessairement pour les mêmes gens qui auront les nouveaux emplois. Donc, il va beaucoup miser sur la formation,
mais aussi il va falloir comprendre qu'il y a des personnes qui devront être appuyées parce qu'elles ne pourront pas avoir les nouveaux emplois, soit parce qu'elles sont déjà très âgées, soit parce qu'elles n'ont pas la préparation nécessaire, etc. Donc, cette réflexion de Porto, en construisant sur déjà un instrument qu'on avait déjà, c'était le socle européen des droits sociaux de Göteborg, qui définissait 20 principes très importants dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans la protection des enfants, enfin, tout l'univers social, dans les sans-exclus. Nous avons voulu aussi en syntonie avec la Commission qui a créé un plan d'action, donc passer un peu de la théorie à des actions très précises, un plan d'action avec de l'argent, parce que là, nous sommes encore dans des attributions qui sont surtout nationales. L'Union européenne, ce qu'elle fait dans le social, c'est coordonner un peu, mettre en place des plateformes pour échange de bonnes pratiques, mais aussi, ça c'est très important, elle a de l'argent. Et donc, elle peut financer des programmes nationaux. Et donc, ce qu'on a fait à Porto, c'est exactement mettre la lumière sur l'importance croissante et qu'on a constaté pendant la pandémie des réseaux de protection que nous avons en Europe et de l'importance de les garder, de les protéger et aussi de les ajourner pour cette nouvelle période de grande transformation qui est sur nous et à laquelle nous ne pouvons pas fuir. Je ne sais pas si j'ai laissé un élément de vos questions sans réponse, je m'excuse. Ouais, la participation citoyenne, oui. L'engagement citoyen et aussi ce côté de protection sociale au niveau européen. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment avoir votre sentiment là-dessus, la difficulté que ça peut être Ah aussi. oui, le salaire minimum. Hein, Oui. que ce soit revenu minimum. Oui, le revenu. Voilà. Vous savez, parce que c'est plus lié au dernier point, vous savez qu'il y a un projet de résolution à l'Union européenne qui veut instituer un salaire minimum européen. Donc, l'idée, ce ne serait pas le même pour tous les pays, parce que ce serait contre les capacités économiques et du marché du travail de chaque pays, mais ce serait l'imposition à chaque État membre d'avoir un salaire minimum et d'avoir de la négociation entre les différents partenaires sociaux pour définir ce salaire. Nous avons repris ce thème. Il n'est pas encore mûr pour arriver à une conclusion, mais je prends note que la présidence française de l'année prochaine, c'est une de ses priorités, donc peut-être qu'il y aura des bonnes avancées en prenant le bâton de notre présidence qui a discuté ces thèmes-là. On a des questions où il y a les pays nordiques qui sont très dédiés à leur système, qui est un système très décentralisé de négociation entre les entreprises, les travailleurs de chaque entreprise. Donc là, il va falloir les accommoder. Et de l'autre côté, les pays de l'Est qui sont plutôt sur un modèle plus libéral et qui aussi ont des doutes sur cela. Mais on a essayé de faire avancer ce dossier. Nous le croyons vraiment important, fondamental. Et nous savons qu'il va y avoir une continuation pendant la présidence française, ça c'est sûr. Quant à la participation citoyenne, il y a en cours une grande consultation que nous avons lancée. C'était difficile parce qu'il y avait un blocus sur les organes qui allaient gérer cette grande consultation, mais finalement on l'a lancée pendant notre présidence. Elle est en cours, maintenant c'est à la présidence slovène de l'assurer, et elle va être conclue pendant la présidence française. Et basiquement, l'idée, c'est d'inclure les citoyens, les institutions aussi, le Parlement européen notamment, mais aussi la Commission et le Conseil. Mais ça, c'est notre façon de travailler. Ce qui est nouveau, c'est donner la voix aux citoyens sur ce qui doit être le futur de l'Europe. Cette consultation s'appelle Conférence sur le futur de l'Europe. Tous les citoyens peuvent participer. Il y a des links qui permettent cette participation. Il y a des travaux en cours. Chaque pays doit promouvoir des forums de discussion sur les thèmes qui sont identifiés dans cette conférence. Et donc, je pense qu'on est en cours d'aller vers des processus
de participation plus directe. Et maintenant, il va falloir un peu espérer, attendre pour voir quels seront les résultats de la conférence sur le futur de l'Europe. On aura un an pour voir à quoi ça aboutit. Mais ça va vers votre préoccupation. Oui, merci beaucoup. Ça donne un peu d'espoir, ça fait du bien. Merci beaucoup. Excellent. Très bien, oui, effectivement, merci monsieur Nascimento, c'était vraiment très, très enrichissant, très, très complet, et je me retourne vers l'Assemblée pour voir si d'autres thèmes peuvent être abordés. Non, une fois, deux fois. Peut-être, Oui. j'avais juste... Oui, Béatrice. Oui, j'avais lu beaucoup dans la presse que le mandat du Portugal au Conseil européen avait été vraiment complètement sous le slogan une relance équitable, écologique et numérique. Et le pape François, à cette époque, avait dit « c'est formidable, ça rejoint parfaitement mon texte Laudato Si ». Le Portugal est le plus bel exemple de ce texte et il a commencé à le mettre en œuvre. Alors je voulais savoir ce que vous, Monsieur Nascimento, vous pensiez de ces mots du pape François et de son texte sur l'écologie intégrale. Oui, bon, je pense que c'est inévitable. C'est bon que le pape est un peu, comment dire, descendu à des problèmes très, très du jour à jour, mais qui sont vraiment parce que c'est un défi qui est existentiel pour nos sociétés. Ce n'est pas on dit que la planète est en danger. Ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est les conditions qui permettent la vie humaine dans la planète qui sont en danger. La planète, elle va continuer. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'humanité, elle peut ne pas continuer si nous continuons comme ça. Et que le pape, avec tout le poids de sa parole et l'accès de sa parole, pris cette initiative de mobiliser les gens, de donner une dimension morale que je pense qu'il existe énormément à ce besoin de changement, qui va impliquer des changements de comportement, ça c'est sûr, au moins au début, jusqu'à ce que la technologie reprenne. Je pense que c'était quelque chose de critique. Ça a vraiment beaucoup aidé. Oui, puis nous avons été aussi très sensibles à votre préoccupation des sans-abri. Ça a été vraiment un épisode de votre mandat très intéressant également. Merci. De rien, c'était très gentil, la référence au pape et à notre présidence. Bien. Pas d'autres remarques au sujet de cette présidence européenne du Portugal? Eh bien, écoutez, Monsieur Nascimento, si vous le permettez, à moins que vous ayez une conclusion à apporter, je vais pour ma part me faire le témoin de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne pour vous remercier de la qualité de votre intervention que j'ai trouvé vraiment très enrichissante, quelque chose de très complet et qui a permis aussi de mesurer l'importance en fait de cette présidence tournante qui n'est pas que juste un affichage, mais qui est vraiment animé de projets et d'initiatives très, très importantes dans le contexte actuel. Voilà, je tenais donc à vous remercier au nom de toute la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et j'espère que vos initiatives seront suivies seront suivies d'effet par la présidence que la Slovénie va maintenant entamer ou a entamé, de façon à ce que, comme vous le disiez, les grands enjeux qui pèsent sur notre société puissent vraiment être pris avec le sérieux qu'ils méritent. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux juste terminer avec une petite phrase. C'est très important le travail que des organisations comme la vôtre effectuent, parce que
on s'habitue aux choses bonnes. Après la Deuxième Guerre mondiale, la grande croissance, les 30 glorieuses, c'était beaucoup dû à l'Europe. Je me rappelle, lorsque je préparais mon arrivée en France, j'ai lu la biographie de Gaulle. De Gaulle n'était pas nécessairement un grand fan de l'Europe, mais il a vite été conquis par le taux de croissance incroyable que le marché commun a permis de générer. Mais ça, c'est il y a longtemps, et les gens, c'est notre quotidien. Donc, nous n'avons plus conscience de l'importance de l'Europe pour garantir notre niveau de vie, notre sécurité. Et donc, ce manque de mémoire, ce manque de conscience génère des phénomènes de mise en cause. Nous sommes assis sur la prospérité que l'Europe nous a proportionnée. C'est vrai que la croissance n'est pas aussi grande, mais nous sommes assis sur cette croissance. C'est elle qui nous permet d'avoir les maisons que nous avons, l'éducation que nous avons, les vacances que nous avons, les libertés que nous avons. Tout ça, comment ça peut être mis en cause parce que les gens n'ont plus la mémoire, ils sont plus trop jeunes, ils ne savent pas comment c'était avant. Et c'est très important de faire cette pédagogie. Et donc, je pense que votre travail est un travail essentiel pour maintenir la cohésion européenne et le projet européen. Très bien, eh cela nous va droit au cœur. Merci, Monsieur Nascimento. Et que vos paroles soient entendues aussi au plus loin possible. Je vais donc maintenant conclure cette conférence. Vous remercie à nouveau de la qualité de votre intervention et regrette bien entendu que les conditions ne nous aient pas permis de nous réunir physiquement comme nous avons eu de temps en temps l'occasion de le faire. Mais je compte et j'espère que ce ne sera qu'une partie remise et que nous aurons l'occasion de nous rencontrer physiquement très très prochainement. Très volontiers. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.